Bonjour à tous. Rome contre Carthage, l'un des affrontements les plus célèbres de l'Antiquité. On en retient souvent quelques images fortes. Hannibal, les éléphants, les grandes batailles. Et l'idée d'un choc inévitable entre deux puissances rivales. La réalité est pourtant plus complexe. Pendant longtemps, Rome et Carthage ne sont pas des ennemis. Elles signent des traités, définissent des zones d'influence et cherchent à éviter l'affrontement direct. Ce n'est que progressivement, à partir du IIIe siècle avant notre ère, que la rivalité se transforme en guerre ouverte jusqu'à la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Pour comprendre comment on passe de l'alliance à l'affrontement, pourquoi les guerres puniques éclatent, comment Rome finit par l'emporter et ce que cela change durablement en Méditerranée, je reçois aujourd'hui Michel Fauquier. Michel Fauquier, bonjour. Bonjour, M. Fauquier. Vous êtes historien, agrégé d'histoire, docteur ès-lettres, professeur de chaires supérieures et vous enseignez notamment en classe préparatoire, en Hippocagne et Cagne, mais aussi dans plusieurs institutions de l'enseignement supérieur comme l'ICES ou le centre, et vous faites partie du centre de recherche de l'université de Poitiers. Alors vos travaux portent sur le temps long de la civilisation européenne, de l'Antiquité jusqu'au Haut Moyen-Âge, avec une attention particulière aux continuités politiques, culturelles et religieuses. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages importants de synthèse, parmi lesquels Une histoire de l'Europe aux sources de notre monde, paru aux éditions du Rocher en 2018, qui propose une lecture structurée de la formation européenne. Vous avez écrit également Ce que nous devons aux Mérovingiens, paru chez Armand Collin l'année passée, il y a 2 ans, en 2024, là qui réévalue en profondeur une période qui est souvent caricaturée, mais nous en parlerons dans l'émission de la semaine prochaine. Et avant ça, vous avez publié en 2020 chez Armand Collin Rome et Carthage, 509-29 avant Jésus-Christ, où vous analysez sur près de 5 siècles la relation complexe, faite d'alliances, de rivalités et de guerres entre ces deux puissances majeures de l'Antiquité méditerranéenne. Donc c'est précisément autour de cet ouvrage que nous allons échanger aujourd'hui. Alors, comme je le disais dans mon introduction, on a presque tous en tête la même image, Rome contre Carthage, Hannibal, les éléphants et une victoire romaine présentée comme inéluctable et Carthage détruite la terre salée. Vous nous expliquerez ce qu'il en est. Alors, en écrivant ce livre, qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans le cas entre ce récit très, très installé et la réalité historique des relations entre Rome et Carthage? Au fond, ça revient à expliquer quelle est la motivation qui m'a poussé à écrire cet ouvrage. Il m'est apparu, dans le cadre de mon enseignement auprès de mes étudiants, du fait que nous commencions naturellement à peu près avec la Seconde Guerre punique, qu'ils en tiraient la conclusion que Rome et Carthage étaient des ennemis héréditaires, un petit peu comme l'ont été pour nous les Anglais dans un premier temps, les Allemands dans un second, et je ne sais pas trop qui actuellement, enfin peut-être beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Et je voyais bien qu'en fait, ils percevaient mal ce qui était en jeu. Et j'ai repris cette question à frais nouveaux pour montrer que sur 400 ans environ de relations entre Rome et Carthage, eh bien, il y en a 300 qui sont des relations qu'on va qualifier, disons, d'amitié ou de bonnes relations entre Carthage pour tout d'un coup un gros siècle de conflit finalement fatal à Carthage. Et ce qui est exactement le contraire de ce qu'on imagine. On imagine que Rome et Carthage se sont toujours battus ensemble, alors qu'en fait ça commence par 300 ans de relations géopolitiques plutôt bonnes, et parfois même excellentes, nous le verrons, excellentes avant tout du point de vue de Carthage. Et c'est tout le problème. D'ailleurs, vous rappelez que l'histoire commune de Rome et de Carthage commence en 509 avant Jésus-Christ. C'est la même année d'ailleurs que la naissance de la République romaine, et ça commence par un traité d'amitié. Alors qu'est-ce que nous dit ce traité sur la nature de leur relation ? Alors d'abord, ce que ne dit pas ce traité, c'est avec qui il est passé. Et il y a une indécision qui est assez intéressante, parce que des collègues, Thierry Piel et Bernard Minéo, l'un collègue historien, l'autre latiniste, ont travaillé beaucoup sur les origines de Rome et pensent désormais que celui qui a signé ce traité avec Carthage, c'est en fait Porséna.
Alors, qui est ce Porséna? C'est en fait un Étrusque Oui. dont le parcours est un peu inattendu et qui va intervenir dans le cadre de ce que nous avons appelé le passage à la monarchie étrusque à la République romaine, et qui, d'une certaine manière, est une sorte de condottière arbitre. Ce qui est important à rappeler, parce que, d'abord, si c'est lui, c'est pas les Romains. Deuxièmement, si c'est lui, eh bien, ce traité, malgré tout, sera regardé, il sera même avalisé par Rome plus tard, et il est le fondement d'une relation qui montre qu'en fait, à ce moment-là, Rome, soit parce qu'elle est sous la coupe encore des Étrusques, non plus Tarquin, leur roi, mais ce condottière Porséna, soit parce qu'elle viendrait d'instaurer un régime nouveau, qu'on appellera très rapidement la République. En fait, c'en est très très loin, parce que pour nous, la République, ça ressemble, disons, à des régimes beaucoup plus contemporains. En fait, cela montre que cette Rome, que ce soit la Rome de Porséna ou la Rome républicaine, est dans une situation de défense. Elle craint son entourage et elle recherche un allié, ce qui fait qu'au fond, Carthage, à travers ce traité de 509, apparaît quasiment comme un protecteur de Rome. Et vous voyez que, déjà d'entrée de jeu, dès le début, la relation n'est pas celle que l'on imagine. D'autant plus que, pour achever sur ce point, Carthage ne cherche pas à profiter du traité de 509. Ce qu'elle veut, c'est l'essentiel du traité pour elle, c'est que les Romains n'aillent pas au-delà du cap qui est à l'entrée de cette vaste anse au fond duquel se trouve Carthage, parce qu'elle ne le veut de personne. C'est un endroit qui est réputé, alors je ne sais pas si on peut dire secret, mais un endroit qui fait partie du camp à soie de Carthage, où elle ne veut pas de personnes étrangères. Elle permet simplement aux Romains de s'y réfugier en cas de tempête. Alors justement, qu'est Carthage à l'époque? C'est déjà une puissance maritime, commerciale, voire impériale. Ah oui, c'est une très grande cité au sens antique du terme. Je rappelle qu'une cité à l'époque, ce n'est pas une ville, mais c'est un espace qui est sous l'autorité d'une ville capitale, dans lequel peut y avoir d'ailleurs d'autres villes, ce qui est le cas de ce qu'on va appeler, pour se comprendre, l'Empire de Carthage. Carthage, selon la tradition, aurait été fondée en 814. Donc vous comprenez, elle a déjà plus de 3 siècles d'existence, et elle est par ailleurs un siècle, 753, donc pour la fondation de Rome, elle a plus d'un demi-siècle d'ancienneté par rapport à Rome. Mais surtout, malgré ce décalage, disons, d'un gros demi-siècle, elle est dans une situation de puissance beaucoup plus grande que ne l'est Rome. C'est-à-dire que, en gros, Carthage a déjà une sorte d'empire informel, nous reviendrons sur cette question-là, en Méditerranée occidentale, et au moment où se déclenche l'affrontement avec Rome, un géographe du 1er siècle, qui s'appelle Strabon, affirme que Carthage avait une autorité sur 300 comptoirs. Répartis autour de toute la Méditerranée occidentale. Alors, Rome n'a tout simplement pas une seule colonie à l'époque, et pas une seule province. Rome est une petite puissance régionale, alors que finalement Carthage est déjà... oui, et régional, pas au sens géographique, parce que au sens géographique, la France est une région, vous voyez. Faudrait presque dire locale. C'est une puissance qui règne à peu près sur le Latium, à peu près. La preuve en est que ce Porséna est un Étrusque et c'est lui qui vient régler les affaires de Rome. Donc vous voyez qu'on en est loin. Et politiquement parlant, quel est le régime carthaginois? Il est dirigé par qui? Alors c'est un régime, d'abord, il faut le dire, qui suscite l'admiration des auteurs grecs. Et là encore, on est très très loin de la légende, parce que, vous comprenez, si vous rajoutez un petit peu disons de traduction telle qu'on peut l'avoir dans les bandes dessinées, je pense à Alix par exemple, la filmographie, les péplums, n'est-ce pas? Carthage est une sorte de monstre dévorant qui adorerait un dieu du type de Baal, n'est-ce pas? Alors que c'est un terme un peu véhiculé
perpendiculaire, à peu près tous les lieux au Moyen-Orient s'appellent plus ou moins Baal quelque chose. Moloch. Voilà. Donc derrière le Moloch, on dit qu'elle a un cimetière qui est peuplé de corps d'enfants. Enfin, vous voyez, ce qui n'est pas faux en soi. Il y a bien un endroit, mais il y en a bien dans nos cimetières à nous aussi des endroits qu'on réserve aux enfants, ou du moins on distingue les tombes. Carthage a en fait un système assez équilibré au sens antique du terme, c'est-à-dire un système qui ménage les trois pôles que les Grecs voient à la base d'une cité solide, à savoir un pôle monarchique, c'est-à-dire un pôle capable de décider dans les cas de crise. Voilà, les Romains auront la dictature, par exemple, pour ce faire. Un pôle oligarchique des meilleurs de la cité pour la diriger, qui est en fait alors on l'appelle le Sénat parce qu'on ne connaît pas le nom punique, oui. Voilà, et une assemblée populaire. Et les trois ont une importance, dialoguent ensemble. Alors évidemment, comme dans toutes les histoires institutionnelles, avec des tensions, on sait que au départ, la direction de la cité semble avoir été bicéphale et opposer des familles qui s'entendaient vraiment mal, avec des tentations pour transformer ça en pouvoir unique. Mais au bout du compte, au moment où nous entrons dans l'histoire avec Rome, les institutions carthaginoises sont plutôt équilibrées, et bien plus équilibrées que celles de Rome, qui, à vrai dire, sont à peine en train de se mettre en place. Et militairement parlant, c'est une cité qui est guerrière ou qui a juste une force, je dirais, de sécurité? C'est une cité commerciale. Oui. Alors c'est même vraisemblablement la raison de la fondation de Carthage par Tyr. La cité de Carthage a vraisemblablement été fondée pour placer une sorte de, on appellerait ça, vous savez, en géographie moderne, une sorte de hub, c'est-à-dire c'est une sorte d'Amsterdam, si vous voulez, de port, qui permet des échanges à très... Point de connexion, oui. Voilà, point de connexion, vous avez raison de me corriger, c'est mieux comme ça, entre des grandes zones qui font des échanges, et en l'occurrence, Carthage aurait servi de relais vers les réserves de métaux qui commencent à manquer très fortement en Orient. Elles ont été littéralement vidées pendant les périodes paléolithiques et néolithiques. On s'est servi des mines de métaux qui étaient affleurantes, et en fait, il n'y avait pratiquement plus rien d'autre. Et on est donc allé chercher des métaux en Occident, en particulier en Hispanie, et vers ce que les sources appellent les îles cassitérites. Alors, qu'est-ce que c'est? L'Irlande, la Bretagne, les Cornouailles, l'Angleterre, peut-être. Hein. Et en tout cas, ces zones où on peut aller chercher en particulier de l'étain. On possède du cuivre un petit peu. Pour faire du bronze. Voilà. Et sans cet étain, on ne peut pas faire de bronze. Voilà. Puis de l'argent, pas d'or par contre. Hein. Et donc militairement? Alors oui, excusez-moi, mais... j'ai mangé cette information. Eh bien, en fait, Carthage est un géant qui s'appuie sur un nain. Ouais. Et ce nain, c'est son armée. Ces gens sont au fond des commerçants. Ils n'ont jamais imaginé de se doter, avant les Barcides, c'est-à-dire la famille à laquelle appartient Hannibal, dont il est le dernier prestigieux descendant. Ils n'ont jamais doté, avant ce moment-là, et c'est très tardif, à se doter d'une armée professionnelle. Nous verrons même que l'armée, en fait, que Hannibal entraîne en Italie, est une armée qui vient d'être forgée très récemment et qui se construit petit à petit. C'est d'ailleurs une des formes du génie d'Hannibal. Et même dans les moments les plus terribles, Carthage ne se résout pas à faire ce que Rome va faire, une armée de citoyens. Et ça lui coûtera la défaite. Alors, cette coexistence pacifique, cette alliance froide, comme vous l'appelez... C'est Raleigh de Meliti, l'expression de Raleigh de Meliti, qui est un des meilleurs spécialistes de Carthage. Donc, cette coexistence ne va pas durer, puisqu'à partir déjà du milieu du IIIe siècle, l'équilibre se rompt. Alors, à quel moment précis et pour quelle raison cette alliance bascule-t-elle vers la méfiance et vers l'affrontement? En fait...
Rome, comme je vous le disais tout à l'heure, au départ, est une cité plus locale que régionale. Or, précisément, pendant le IIIe siècle, alors qu'elle a enfin à peu près stabilisé ses institutions, vous voyez que ça a mis quand même un bon siècle et demi, va nourrir ce que Paul Venn a très joliment appelé un solipsisme. C'est un mot technique, mais qui est vraiment parfaitement adapté, qui veut dire la sensation d'être seul au monde. Et cette sensation d'être seul au monde ne nourrit pas, contrairement à ce qu'on peut penser, un grand orgueil, elle nourrit une peur permanente. Vous avez en permanence l'impression que l'autre est en danger. Et c'est comme cela que Paul Venn explique le fait que Rome, pendant toute son histoire, va opérer une sorte de nettoyage autour d'elle qui vont la mettre à terme à la tête d'un empire qu'elle ne sera pas capable de défendre totalement. Et en l'occurrence, pendant ce IIIe siècle, eh bien, elle va sortir du Latium, elle a mis fin à la Ligue latine, elle est sortie comme elle l'a pu des guerres samnites. Les samnites sont des populations qui sont assises sur les montagnes qui entourent le Latium, avec les Mars. Ça n'est pas une friandise que l'on mange lorsque on a une fringale. Ça s'écrit M-A-R-S-E, n'est-ce pas? Les Mars qui sont la population qui prolonge les Samnites. Elle les a, disons, repoussés dans leur réduit. Elle a mis la main sur le Latium et elle va alors être confrontée à un débat. Faut-il continuer au nord? Et là, c'est la famille des Fabii. Et ça s'apparente aux conservateurs qui disent il faut continuer dans la voie traditionnelle, les Étrusques, les Gaulois. Et une autre branche, dont seront issus plus tard les Cornéis, c'est-à-dire les Scipions, vont eux, au contraire, penser qu'il faut mettre la main sur la partie sud, c'est-à-dire sur la partie grecque. Oui. Bien. Et le grand basculement, c'est 272, la prise de Tarente par Rome. À partir de ce moment-là, les zones d'influence de Rome et de Carthage sont en contact. Donc l'équilibre géopolitique de l'époque est rompu. Disons, il rompu pas encore, il va bientôt l'être, mais il a complètement changé. Et surtout, il change considérablement la nature des relations entre Rome et Carthage, parce qu'au fond, les accords qu'ils avaient passés jusqu'alors, il y a eu 2 autres traités. Polybe, qui est un des auteurs de l'époque, 2e siècle avant Jésus-Christ, dit qu'il n'y en a eu qu'un. Les historiens pensent qu'il y en a eu 2, en 348 et en 306, suppose en fait que chacun est chez soi. Bien, là, on est certes encore chez soi, mais on est voisins. Et ça, c'est nouveau. Et donc le point de contact, c'est la Sicile? Alors au départ, c'est Tarente, Oui. C'est-à-dire, si vous voulez, ce qu'on appelle la Grande Grèce. Bien. Or, la Grande Grèce, ça débouche sur les Siciles parce qu'il y a le fameux détroit de Messine, Charybde et Scylla, n'est-ce pas? Oui. Région d'un côté, sur le continent, Zancre de l'autre côté. Et c'est de là que va naître en fait le conflit entre Rome et Carthage, pour une raison d'ailleurs qui est étrangère à Rome et qui est étrangère à Carthage. Mais je dirais que c'est comme dans toutes les histoires de voisinage. C'est le fait qu'on soit voisin qui va créer les conditions de cette difficulté. Donc nous allons arriver en 264 avant Jésus-Christ, la première guerre punique. Je voudrais qu'on s'arrête 30 secondes sur l'adjectif punique. Donc c'est ce qui est carthaginois. Alors c'est l'autre façon de dire les Phéniciens, si vous voulez. Voilà. Et donc les Carthaginois sont des Puniques qui sont des Phéniciens. Voilà. Alors c'était juste pour préciser le terme pour nos téléspectateurs. On pense que ça viendrait du petit coquillage, du nom du petit coquillage qu'en latin on appelle le murex, qui sert à faire la pourpre. Ah oui. Voilà, phoenix. Donc vous montrez que voilà, elle rentre en guerre en Sicile, hein, c'est la première guerre punique. Donc vous montrez que cette guerre n'est pas vraiment le fruit d'un projet impérial romain. Mais est-ce que Rome savait-elle dans quoi elle s'engageait? Ah non, les 2 réponses sont négatives. C'est vraiment assez étonnant et ça montre bien, si vous voulez, que quand les relations de voisinage tournent au vinaigre, on ne sait jamais où ça peut aller. Eh bien, c'était exactement le cas.
parce que le point de départ était assez farfelu. Quel est ce point de départ? Il y a une cité continentale qui est entre Rome et le sud de Rome, qui est la cité des Mamertins. Bon, c'est sûr que Mamertins, ça veut dire les fils de Mars. En clair, ce sont des mercenaires et des pirates. Donc, vous voyez, on est en bonne compagnie, c'est-à-dire en la plus mauvaise compagnie possible. Bon, et ces Mamertins, ils pillent ce qu'ils peuvent, ils prennent ce qu'ils peuvent, et ils ont eu la curieuse idée, alors que ça n'est pas du tout leur façon de faire, eux, ils arrivent, ils font un raid, ils repartent, de prendre deux villes, précisément la ville de Zancles et la ville de Rhégion. Bien, ils font ça en 278, et là, les Romains, qui viennent de prendre Tarente en 272, si vous voulez, quand ils prennent Tarente en 272, ça leur va pas du tout, cette proximité des Mamertins. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont attaquer les Mamertins, ils vont les chasser, parce que pour eux, c'est même pas attaquer, ce sont des pirates, pour leur reprendre Rhégion. Bien. Résultat, mes Mamertins se retrouvent coincés en Sicile, donc vous voyez, c'est vraiment un jeu de domino. Oui. Bien. Et là, ils tombent sur un autre os, qui est le nouveau tyran de Sicile, qui s'appelle Hieron II. Lui ne trouve pas du tout agréable d'avoir des pirates au nord de sa cité. Il va les attaquer. Il va les battre assez sévèrement. Et les Mamertins vont faire appel à Carthage. Et Carthage, qui n'est pas... Parce qu'il y a eu des tensions entre Syracuse et les Carthaginois, ils se sont séparés. Là encore, ils ont fait des traités, l'un à l'ouest Carthage, l'un à l'est Syracuse, se retrouvent dans la zone d'influence de Syracuse. Alors on pourrait dire que c'est parti de là, même pas, pour une raison que nous ne connaissons pas, sur laquelle les auteurs les plus proches nous disent qu'ils ne savent rien. Les Mamertins, après avoir fait appel à Carthage, décident de faire appel à Rome contre Carthage. Et Rome va y répondre. Et pour répondre, ce sera beaucoup plus rapide à la deuxième partie de votre question, est-ce qu'ils savent ce qu'ils font en faisant ça? Non. Il y a un énorme débat. Et il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que les politiques romains ont tellement peu le courage de déclencher la guerre contre Sicile, contre Carthage, que un des deux consuls en charge va se dire, bon, on va laisser la décision au peuple. Oui. Le Sénat ne se décide pas, les consuls ne sont pas très chauds, il y a même des gens qui disent, il ne faut absolument pas le faire, on va se faire battre, bien. Et le peuple, lui, il écoute le discours des consuls, qui a dû quand même chercher un peu à les convaincre, et c'est le peuple de Rome qui va pousser le Sénat et les consuls à déclencher la guerre. Donc vous voyez, c'est vraiment... Les Mamertins, qu'est-ce qu'ils font ici? Pourquoi est-ce qu'ils font appel à Rome? Et puis Rome qui y va en ne sachant pas trop, ses dirigeants ne sachant pas trop ce qu'il faut faire, s'il faut le faire ou pas, vous voyez que c'est quand même un début assez curieux. Oui. Alors vous insistez sur le fait que Rome apprend à faire la guerre contre Carthage, notamment sur la mer. Alors, sur la mer, parce que sur terre, on le verra, c'est plutôt l'inverse qui va se passer. Ouais. C'est-à-dire, Rome va apprendre à Carthage à combattre sur terre, elle va l'apprendre à ses dépens. Alors que c'est l'inverse qui se passe. Tite-Livre raconte une scène qui manifestement, il ne l'a pas comprise. Il écrit beaucoup plus tard. Il écrit sous Auguste. Oui. Ouais, donc, clairement, en l'occurrence... 300 ans plus tard. Oui, ça fait 3 siècles après. Bien. Il nous dit, voilà, que lors d'un raid romain, une quinquérème, c'est-à-dire un énorme bateau, alors, on dit 50 rameurs, c'est pas possible. C'est 50 rameurs, c'est pas si vous voyez, c'est un immeuble. On comprend pas très bien comment s'est fait une quinquérème, mais enfin un très gros bateau. Bien. Se trouve pris par surprise. Il est en fait échoué avec des Carthaginois qui sont en train de faire une sorte de méchoui dans le coin. Oui. Et la flotte romaine, une petite flotte romaine arrive ici, ce qui indique donc qu'il y en avait une, voit ce bateau, le capture avec les Carthaginois qui s'enfuient, le rapporte à Rome, et nous dit-on, les Romains l'auraient démonté pour savoir comment le remonter, avec l'aide des Capouans, on y reviendra, bien, et pendant ce temps-là, nous dit Tite-Livre, on a installé sur le forum des bancs, et on a appris aux légionnaires romains à ramer
avant de les mettre sur un bateau et de finalement manœuvrer plus habilement que les Carthaginois. Alors, c'est pas possible. Parce que tout le monde a déjà essayé dans sa vie de faire avancer ne serait-ce qu'une petite coquille de noix avec 2 rames. On met environ 1 heure avant que ce soit à peu près coordonné. Oui. Une quinquérème, même une trière. Une trière, si vous voulez, on peut aller jusqu'à 80 rameurs, 40 de chaque côté. Alors autant vous dire qu'avant que tout ce monde-là soit prêt, et que par ailleurs, il soit capable d'opérer sur un théâtre d'opération, il faut des années. Il faut des années. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vraisemblablement que Rome n'a pas assez de bateaux et que le temps de construire, elle a entraîné ces marins. Mais nous savons de façon formelle que Rome possède une flotte. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'il en est exactement, puisqu'il y a des questeurs de la flotte qui sont élus tous les ans, comme les magistrats romains, et qui sont positionnés à Ostie. Bon, et il y a un port. Donc les Romains savent faire manœuvrer les bateaux. Est-ce qu'ils ont une flotte de guerre au sens strict? Là, c'est plus difficile à dire. Est-ce qu'ils ont combattu sur mer pour l'instant? Autant qu'on le sache, non. Bien. Mais il y a quand même un point de départ. Et puis, je vous le disais, il y a ces Capuans que nous reverrons dans l'histoire entre Rome et Carthage, qui eux sont des ingénieurs navals, qui connaissent parfaitement la construction des bateaux, la préparation, la mise en œuvre des zones de radoux et les techniques navales, y compris de combat. Les deux font que on peut penser que Rome a dû se faire fortement conseiller et peut-être encadrer par des Capuans. Alors le théâtre d'opération, c'est quoi? C'est la Sicile? C'est la mer autour de la Sicile? Alors, la Sicile, sur un bateau, c'est un peu difficile. Non, je veux dire la mer autour du détroit de Messine. Alors, moi, je vous taquine. Voilà. Non, mais c'est la grande affaire, c'est la bataille de Mylae, 280. Alors, qu'est-ce qui se passe à cette bataille? Se situe où? Alors, Mylae se situe entre la Sicile et le continent. Voilà. On est dans la zone de contact entre Rome et Carthage, zone maritime, évidemment. Donc le continent nord-africain? Non, italien. Italien. Européen. Européen, d'accord. Oui. On est, je ne sais comment vous présenter ça, la pointe nord-est du côté de Syracuse. Ok. Voilà. On est entre Syracuse et Capoue. Bien. Voilà, pour dire les choses comme ça, même si c'est plutôt entre, pardonnez-moi, entre Zancles et Capoue. Et là, la flotte romaine surprend, là encore, et ça arrive très souvent dans les guerres puniques, surprend la flotte carthaginoise. La flotte romaine est commandée par un certain Duilius, et celui-ci a fait préparer son escadre d'une façon très célèbre. Il a fait, mais mal connu, c'est curieux, que ce soit à la fois célèbre et connu, ce sont les fameux corbeaux de Duilius. Alors, on a essayé de comprendre ce que c'est. En gros, c'est un système qui sert à accrocher un bateau ennemi et nous, dit Tite-Live, mais c'est impossible, à permettre ainsi aux marins de manœuvrer comme une légion sur la mer. Oui. Alors, on voit bien que ça doit être un pont d'abordage, enfin on voit mal, même une centurie. C'est compliqué de faire passer d'un bateau à l'autre, c'est clair. Et ce qui se passe à Mylae est extrêmement intéressant, c'est que les Romains vont ressortir de cette bataille avec l'idée qu'ils ont remporté une très grande victoire, alors qu'en fait, les Carthaginois ont brisé le contact dès qu'ils ont vu que les Romains résistaient. Alors, on a 2 enseignements. Surestimation de soi de la part de Rome, qui se croit à partir de ce moment-là tout permis, et qui, avec la chance des audacieux, va remporter la guerre. Et de l'autre côté, Carthage, qui se rend compte qu'elle a sous-estimé en fait son ennemi, et qui, plutôt que de perdre le reste de sa flotte, préfère s'enfuir. Parce que c'est quand même une guerre qui va durer près de 20 ans. 23 ans. 23 ans. C'est la plus longue. Et d'ailleurs, on peut rajouter que plus ça va, moins ça va. Il y a comme une forme d'épuisement dans la frontière. Pendant ces 20 ans, ce sont des petites batailles, des escarmouches, on essaye de repousser l'autre. Alors, ce qui est parlant, c'est que sur ces 23 années de conflit, il y a 8 années blanches. Ce qui est beaucoup. Oui. Voilà. Durant lesquelles il n'y a quasiment rien.
Pour le reste, il n'y a pas de bataille. Enfin, si vous voulez, la bataille qui a coûté le plus cher et qui va d'ailleurs amener Carthage à conclure avec Rome, c'est la bataille des îles Aegat. C'est pas très loin de Milae d'ailleurs. Il y a un petit archipel d'îles qui se trouve au même endroit, à peu près au même endroit, où là, Carthage va perdre, semble-t-il, entre 25 et 40 000 hommes. Donc là, si vous voulez, le combat est allé jusqu'au bout et la flotte de Carthage a été coulée. Bien. Et ce qui est assez curieux, c'est que nous n'avons pas de signe clair que Carthage est à terre à ce moment-là. Carthage va faire un pari qui va être dramatique pour elle à terme. Elle va penser que ce n'est pas la peine de poursuivre le combat avec Rome, alors qu'en fait, elle a tout à fait les moyens de le faire. Mais elle vient quand même d'enregistrer une terrible défaite. Ah, c'est une guerre qui est principalement navale, d'après ce que vous Elle est pour l'essentiel. Ouais. Donc la paix va être signée, établie en 241. Oui. Est-ce que c'est une paix qui règle véritablement les choses? Passez-moi l'expression, mais c'est une paix foireuse. Oui. C'est-à-dire que, alors que Carthage n'est pas du tout à terre, elle va tout accepter des Romains. Et ça, c'est extrêmement surprenant. On peut penser, il y a quand même un élément, nous le verrons, qu'il y a des problèmes au sein de l'armée de Carthage, et que c'est ceci qui a été le plus déterminant. Mais enfin, elle laisse absolument tout. Elle laisse la Sicile, à l'exception de Syracuse, qu'elle ne peut pas donner, ça ne lui appartient pas aux Romains. Elle accepte de verser une indemnité de guerre, de renvoyer les prisonniers, et elle, en face, elle n'obtient absolument rien. C'est le traité de Versailles des Carthaginois. Voilà. Et sauf que, comme pour la Première Guerre mondiale, on sait ce que ça a donné, que ces paix complètement déséquilibrées. Et c'est d'autant plus terrible que nous allons voir en parlant de la guerre des mercenaires, vraisemblablement, il y a eu quelque chose d'inexplicable qui s'est passé à ce moment-là. Donc vous nous montrez que l'entre-deux-guerres est marqué par la guerre des mercenaires, vous allez nous expliquer ce que c'est, par l'expansion carthaginoise en Ibérie, et puis par ce qu'on va appeler l'empire barcide. Alors je vous propose de commencer par la guerre des mercenaires. Comme nous le disions... C'est entre les deux guerres, c'est entre la première guerre. Oui, bien sûr. Nous sommes entre la fin, après la Première Guerre punique et relativement bien avant la seconde, la deuxième en l'occurrence. Comme nous le disions en commençant, en fait, Carthage n'a pas d'armée de métier. Elle paye des mercenaires. Et il se trouve que comme elle doit verser une indemnité colossale à Rome, c'est pour ça que je vous ai dit précédemment que le traité de 241, c'est vraiment une énorme erreur. On se doutait de ce qui devait arriver. Eh bien, elle ne peut pas payer ces mercenaires. Ou, dit-on, elle ne veut pas les payer au titre que finalement, la guerre étant terminée... Résultat, ces mercenaires se révoltent en Afrique, prennent le contrôle de la Sardaigne. Le coup classique. Voilà. Et ça permet à Rome de faire une monstruosité géopolitique. Elle, au fond, elle fait un marché même pas de dupes, un marché d'une malhonnêteté que même Polybe, qui est assez pro-romain, est obligé de reconnaître, qui consiste à dire, écoutez, je veux bien vous aider à régler la question en Sardaigne, qui vous permettra de régler la guerre des mercenaires, mais on augmente l'indemnité de guerre, qui est quand même la cause de la guerre des mercenaires, voilà, et pour payer notre intervention, vous nous donnerez la Sardaigne et la Corse. Mais Polybe qui raconte ça n'en revient pas. Et tous les auteurs, il n'y a guère que Tite-Live qui fait semblant de ne pas voir le problème, si vous voulez, tous les auteurs se disent que la Rome a fait preuve de cette fides punica qu'elle prête aux Carthaginois. Fides punica, c'est en fait
une antiphrase, la foi des Puniques, c'est-à-dire l'absence de foi. C'est-à-dire, voilà. Eh bien, en fait, ici, on a une sorte de fides romana, si on peut dire les choses comme ça, qui est assez stupéfiante. Alors, avant d'arriver à la deuxième guerre punique, expliquez-nous pourquoi et comment donc les Barcides, hein, c'est la famille d'Hannibal. D'Hannibal, oui. S'intéressent à la péninsule ibérique. Eh bien, en fait, Hamilcar Barca, donc, qui est le chef de la famille des Barcides à l'époque, qui est un général qui n'a remporté que des victoires pendant la première guerre punique, il faut bien le voir, est porté par l'opinion, mais il vomit littéralement le Sénat. Il voit bien qu'en fait, et nous verrons que cela va se reproduire pendant la Seconde Guerre punique, le Sénat a contraint Hamilcar Barca à signer ce traité. D'ailleurs, c'est lui qui le recommandait, mais n'a pas tenu un certain nombre de promesses, a fait n'importe quoi après, et il décide en fait de se retirer sur son inventin à lui. Alors en l'occurrence, il va prendre le contrôle, rien que ça, de l'Ibérie, ce qui montre bien que Carthage n'est pas du tout à terre à ce moment-là. Bien. Et installer ce qu'on a appelé un empire barcide. Alors disons-le tout de suite, c'est pas un empire, et il n'est pas barcide au sens fort du terme. Hamilcar Barca, comme toute sa famille, va se montrer parfaitement respectueux des institutions de Carthage. Et d'ailleurs, son successeur, qui est son gendre et beau-frère, qui est Hasdrubal le Beau, lorsqu'il va fonder la capitale de ces terres dont ils ont pris le contrôle, va l'appeler Carthago Nova. Il montre à chaque fois le respect qu'ils ont pour leur cité. Certes, ce sont des... Comment dire ? Ce sont des Napoléons respectueux de la République, si vous voulez. Bien, si on peut dire les choses comme ça. C'est-à-dire de très bons généraux, des gens très aimés de leurs hommes et du peuple, mais qui n'ont pas l'intention de prendre le pouvoir. Alors qu'est-ce qui va déclencher cette deuxième guerre punique en 218 avant Jésus-Christ? Donc là, c'est Hannibal qui est au pouvoir à Carthage. Oui, alors donc... son Hasdrubal le Beau, qui l'a formé militairement, est mort en 221, donc si vous voulez 3 ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre punique. Il est intéressant de savoir que Hannibal a été formé comme un simple soldat et qu'il a gravi les échelons. Alors certes, on regardait avec un peu d'intérêt, mais il a gravi les échelons par son propre mérite, qui est très important pour la suite, parce que d'abord, il est adulé de ses soldats, et ils parlent toutes leurs langues, au moins les aspects militaires. Bien, ça touche beaucoup, voilà. Et il se bat au milieu d'eux. Donc Hannibal arrive dans ces conditions au pouvoir, et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en fait 3 ans avant le déclenchement de la Seconde Guerre punique. Il ne va pas se précipiter, alors qu'il a fait le serment à son père de ne pas, disons, se reposer tant qu'il aurait détruit la ville de Rome, dit-on, on reviendra sur cette affaire-là, eh bien, il est le contraire même de ce que l'on dit de lui. C'est quelqu'un qui est très posé, qui est réfléchi, et il va préparer son armée pendant 3 ans, et il va préparer la stratégie globale. Bien. Et c'est ce qui est intéressant. Il le fait parce qu'il a pris conscience, contrairement à ce que l'analystique romaine, c'est-à-dire, si vous voulez, la façon dont on fait l'histoire à Rome à l'époque présente, il a pris conscience que Rome ne laisserait pas tranquille Carthage et qu'il fallait se préparer à prendre les devants. Bien. Et c'est pour ça qu'il intervient. Parce qu'en fait, c'est Rome qui crée encore les conditions de l'assaut. Pourquoi ? Parce que lorsque Hamilcar Barca met en place cet empire barcide, un peu rapidement dit, n'est-ce pas, les Romains s'inquiètent, lui envoient une ambassade, et on se met d'accord sur le fait que cet Hamilcar ne pourra pas aller au-delà de l'Èbre. Bien. Or, il n'est pas du tout à l'Èbre. Il est au Guadalquivir à l'époque. Ce qui montre une première chose, c'est que Rome est parfaitement consciente qu'elle n'a pas les moyens de faire la guerre aux Carthaginois, et que ça change complètement l'idée de la fin de la première guerre punique, c'est une première chose. Deuxièmement, lorsque Hamilcar, surtout Hasdrubal le Beau, et finalement Hannibal
se lancent à l'assaut de la ville de Sagonte, eh bien, ils sont au sud de l'Ebre. Donc, théoriquement, dans le territoire qui était reconnu par Rome. Alors, on ne sait pas trop si les Romains auraient joué sur une toponymie. On se demande s'il n'y a pas un autre fleuve plus au sud qui se serait appelé l'Ebre. Mais le problème de cette version, c'est qu'on ne voit pas pourquoi ils auraient permis l'avancée des troupes carthaginoises pour tout d'un coup dire « vous avez franchi la limite ». Deuxième chose, pour l'instant, nous n'avons pas de signe absolument certain que Hannibal, à ce moment-là, avait l'intention d'attaquer Rome. Mais, et troisième chose qui montre vraiment, il y a un vrai problème dans l'attitude de Rome, c'est qu'il est vraisemblable que Rome ait argué du siège de Sagonte une fois la guerre commencée pour dire que c'était les Carthaginois qui les avaient agressés. Et ça n'est vraisemblablement pas avant. C'est venu après, c'est un argument a posteriori. C'est un peu troublant. Et donc c'est à ce moment-là que va commencer on peut appeler la geste d'Hannibal. Oui. Donc c'est la fameuse traversée des Pyrénées, on suit la côte narbonnaise pour arriver jusque... Oui, on remonte le Rhône parce qu'on apprend que le père le père et l'oncle du fameux Scipion l'Africain, qui porte exactement les mêmes... vous savez, les Romains ont des praenomènes et des nomènes, toute la liste des homonymes dans votre Oui, liste, voilà, c'est parce que c'est utile. très compliqué. Donc ils s'appellent tous Publius Scipio, n'est-ce pas? Alors ils ajoutent un cognomen pour qu'on les distingue, mais en l'occurrence le père n'en a pas. Donc voilà. Comme souvent les généraux battus, il faut le reconnaître, les Romains commencent à mettre un cognomen pour rappeler qu'ils ont remporté une victoire, et pas tellement quand ils ont été battus. Donc ce père, qui est d'ailleurs un très grand soldat, et son oncle, qui va le rejoindre en Hispanie, en fait, est assez informé et il essaye d'arrêter Hannibal dans le delta du Rhône. Mais Hannibal, qui est tout aussi bien informé que lui, va éviter le delta du Rhône, va remonter le Rhône et faire ce à quoi aucun Romain ne s'attendait, disparaître dans les Alpes. Donc il traverse le Rhône. Oui. Et alors, les Romains se disent, bah écoutez, c'est simple, il n'en ressortira pas. Voilà. Il est avec ses éléphants, ses fameux éléphants. Il est avec ses éléphants. Il en a 33 à l'époque. Oui. Bien. À la sortie, il en survivra 5, entre 3 et 5 selon les sources. Et finalement, un seul survivra. Et c'est incroyable, c'est l'éléphant d'Hannibal. Bien, qui porte un nom en plus, il s'appelle Silos. Qu'on connaît. Oui, c'est vraiment... Voilà, il y était très très attaché, hein, il lui a fait célébrer des funérailles de guerriers, hein, c'est assez impressionnant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que Publius Scipio, le père, ne croit pas un instant que Hannibal ressortira de cette affaire-là, et qu'est-ce qu'il fait? Il se dirige en Hispanie. Voilà. Et il arrive ce qui va arriver par la suite. C'est-à-dire que Hannibal a réussi ce que les Romains pensaient impossible. Et donc Surtout débarque, si je puis dire, oui. en Italie. Ah oui. Et là, pour Rome, c'est assez mal engagé. Ah, c'est de la déculottée. Parce que, attendez, là, je crois que, là encore, dans notre mémoire, on se dit, ah, la bataille de Cannes, à la rigueur, le lac Trasimène, etc. Mais il a emporté, la seule première année, il remporte 4 batailles. Le siège de Taurignat. Il va faire passer par le fil de l'épée, c'est la seule fois qu'il fera ça, pour se faire comprendre. Tous les habitants de la ville, survivants, ou réduits en esclavage. Après, la bataille de la Trébie, qu'on oublie régulièrement, et même certains historiens pensaient que ce n'était pas une bataille, jusqu'à ce que Yann Le Bohec démontre que c'était bien une bataille, et même une bataille très bien menée. La bataille du Tessin, et la bataille du lac Trasimène. La bataille du lac Trasimène, imaginez-vous, à la fin, les troupes romaines sont tellement mal commandées que Hannibal réussit à les coincer contre le lac et à terminer le combat, nous disent les sources, à la façon d'une chasse au thon. Comme des thons pris dans une nasse, il n'y a pas eu un seul survivant. Pas eu un seul. En tout cas, qui était sur le lieu même. Les Romains, même face aux Samnites, n'avaient jamais connu une défaite pareille, même face aux Gaulois. Et là, vous avez quand même un consul en exercice qui est tué pendant le combat. Donc, si vous voulez, et là, c'est en quelques mois qu'il remporte un siège, et un siège, c'est très long. Ça aurait dû permettre aux Romains quand même d'intervenir. Et 3 batailles. Et pourquoi est-ce qu'il les rencontre? Nous le disions tout en commençant, parce que
il a observé la manœuvre romaine, il en a vu les failles, il en a vu les avantages, il a commencé à adapter son armée et surtout, Hannibal a été formé par un lacédémonien qui s'appelle Sosilos, un petit peu comme Alexandre le Grand a été formé par Aristote. Il l'a très très bien formé et il lui a fait faire beaucoup de géographie. Et Hannibal connaît mieux la géographie de l'Italie que les Romains. Les Romains connaissent essentiellement la géographie du Latium et de l'Étrurie. Ils connaissent très très mal les régions alpines. Et c'est ainsi qu'il va coincer le consul romain au lac Trasimène. On néglige toujours la géographie. Eh oui. Cannes, donc une défaite célèbre, Cannes en 216. Donc là, on peut dire que Rome traverse vraiment une crise majeure. Est-ce qu'elle prend conscience que sa survie est en jeu à ce moment-là? Et comment elle réagit et qu'est-ce qui va la conduire à la victoire? Alors en fait, elle a pris conscience au lac Trasimène. Pas tellement parce que c'est un peu comme Bonaparte qui trouve qu'une belle bataille, c'est une bataille durant laquelle il meurt beaucoup de soldats. Il trouve que c'était assez esthétique, n'est-ce pas? On a des textes assez stupéfiants de lui là-dessus. Bon, ils ont perdu des soldats, une légion, ça se remplace. Mais un consul, alors là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu de consul, surtout dans ces conditions-là. Et c'est à ce moment-là. Et comment est-ce que ça se traduit? C'est très simple. Au moment où Hannibal arrive en Italie, Rome a entre 2 et 4 légions. Bien. À Cannes, elle en mobilise 8. Donc vous voyez bien que la prise de conscience est avant Cannes. Elle n'est pas après, comme on le croit souvent. Sauf qu'à Cannes, 70 000 morts, 10 000 prisonniers, et ce sont le chiffre bas, 80 sénateurs, et entre 29 et 39 tribuns militaires. Pour vous donner une idée, c'est le tiers du Sénat, et c'est la moitié des tribuns militaires dont dispose Rome, c'est-à-dire des chefs d'état-major, ce genre de choses. Rome ne comprend pas ce qui lui arrive. Et elle s'est pourtant un peu mieux préparée, mais Hannibal, une nouvelle fois, va merveilleusement utiliser les aptitudes du lieu. Les Romains, beaucoup moins bien. Et vous connaissez la suite, hein. Il se présente devant les murailles de Rome. Alors on a fait toute une affaire. D'ailleurs, sa propre garde rapprochée lui en a fait un reproche extrêmement virulent. Mais si vous voulez, c'est comme nous autres les historiens, on paraît plus intelligents sur l'histoire, mais parce qu'en fait on la raconte après. Donc si vous voulez, c'est plus difficile de se tromper. Quoique certains s'y emploient fortement. Mais la réalité, c'est que personne ne pouvait imaginer que ça aurait une quelconque importance, et surtout, Hannibal a très bien fait. Le siège de Rome, ça aurait été son siège de Troie à lui, ça aurait été son Vietnam. Peut-être qu'à la fin, il aurait réussi à soumettre les cadavres des Romains, mais au prix de quelles dépenses? Et en fait, nous le savons, par des sources grecques, Hannibal, et ça montre bien la distance qu'il y a entre le personnage d'Hannibal et la réalité, n'avait pas l'intention de détruire Rome. Il n'y a pas d'Elenda est Roma. Hein, il faut détruire Rome. Hein, il n'y a pas de pendant de cela. Voilà. Hannibal est quelqu'un qui veut faire comprendre à Rome qu'on respecte Carthage. Hein, et puis, surtout, lui faire comprendre que le traité de 237, c'est inacceptable. Il ne s'agit pas de recommencer. Bon, les choses tournent. Et comment les choses vont tourner à l'avantage de Rome? On peut dire que Rome, finalement, l'emporte plus par sa capacité à durer, à résister? Alors, d'abord, Carthage a suscité un Hannibal. Rome va susciter un Scipion. Et Scipion était à la bataille du Tessin. Et il a été battu. Et il était simple tribun à l'époque, si on peut dire des choses comme ça. Il est à l'état-major. Bien, il réussit à s'enfuir. Et il est très jeune. Il va tirer les conséquences de cet effondrement. Et il est parfaitement conscient que pour l'instant, on ne peut pas attaquer Hannibal frontalement. Et donc, il va
en fait, il est dans la lignée de son père et de son oncle. Il va convaincre le Sénat, une fois élu proconsul, alors qu'il n'a jamais été consul, c'est-à-dire envoyé... c'est un terme d'ailleurs qui est utilisé après parce que ça suppose qu'il y ait des provinces. Il ne s'agit pas de province en l'occurrence. On lui donne un titre consulaire, si vous voulez, pour pouvoir commander des armées. Il va suivre la trace de son père et de son oncle et couper les vivres à Hannibal. Et ça, c'est très intelligent parce qu'au fond, c'est un peu comme la guerre du Vietnam qui est une guerre de guérilla. Au fond, il va faire une sorte de guerre de guérilla sur les arrières d'Hannibal. Parce que ce qui est assez frappant, c'est que Hannibal ne remportera que des victoires jusqu'à la fin. Et la dernière étant une défaite, ce qui, dans le cadre d'une guerre, est toujours embêtant. Il vaut mieux que ce soit la première, la défaite, et pas la dernière. Et nous reviendrons peut-être sur cette défaite parce que Hannibal est très peu responsable de cette défaite. Mais jusqu'à la fin, il remporte une série impressionnante de victoires. En permanence, en particulier, il prend la ville de Capoue. Et donc il y a quand même, on peut dire, un épuisement de l'armée d'Hannibal. Qu'est-ce qui fait que Rome va... Pas tellement. Non ? Pas tellement. Et comment ça se termine Eh bien, ça se termine en fait, c'est une nouvelle fois le Sénat de Carthage qui va vouloir prendre la main et qui va la prendre très mal. C'est-à-dire que le Sénat répond aux demandes d'Hannibal au compte-gouttes. Bien. Alors évidemment, ça met Hannibal dans une très grande difficulté et ça va coûter la vie à son frère parce qu'il va être envoyé trop tard dans de mauvaises conditions et battu à la bataille de Métor. Et il va lui envoyer un second qui s'appelle Magon, qui va lui aussi être envoyé trop tard, dans de mauvaises conditions. Lui ne connaît pas du tout l'Italie, qui va être battu lui aussi. Les Romains ont fini par apprendre leur géographie. Bien. Donc, mais Hannibal lui-même a suscité énormément de ralliements en Italie. Et donc, ces troupes sont à peu près au niveau de ce qu'elles étaient au moment où il est rentré. Bien. Alors, au fond, le Sénat ne fait pas ce qu'il faut. Elle finit par laisser perdre l'Ibérie, qui est les arrières. Elle finit par laisser perdre des troupes très importantes avec l'envoi de Magon. Bien, ça démoralise les troupes. Il y a déjà des défections. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Alors qu'en fait, il faudrait poursuivre ce que fait Hannibal. Le Sénat se met à paniquer et dit à Hannibal, rentrez en Afrique. Il rentre en Afrique, il n'a pas son armée avec lui, ou très peu de son armée. Il les congédie pour la plupart d'entre eux, parce qu'il a perçu ce qui va arriver. Et on lui donne le commandement de troupes hétéroclites, alors même qu'une pièce maîtresse, qui est en l'occurrence la cavalerie numide, qui au départ était soutenue par Carthage, a basculé dans le camp romain. Toutes les conditions sont réunies pour une défaite à Zama. Et de fait, Scipion va l'emporter sur Hannibal, qui, compte tenu des conditions dans lesquelles il a mené cette bataille, a fait le mieux qu'on pouvait faire dans ces conditions. Donc défaite d'Hannibal qui rentre à Carthage. Est-ce qu'il y a un traité qui est signé à ce moment-là Oui, et c'est d'ailleurs le comble, si j'ose dire, c'est de la même manière qu'on demande à Hamilcar de signer le traité de 241, on demande à Hannibal de signer le traité de 201. La bataille de Zama a eu lieu un an avant. Vous voyez, au passage, les relations entre les politiques et les Barcides sont très mauvaises. C'est-à-dire qu'en gros, on ne leur donne pas les moyens de faire la guerre, et puis quand elle est perdue, on les envoie faire le traité. Alors, que fait Hannibal ? Il fait ce qu'il peut. Et évidemment, quand on arrive, c'est immédiatement utilisé par ses adversaires comme un argument pour dire « Oh là là, mais vous auriez pu mieux faire ». C'est un peu, vous savez, ce qui est arrivé dans le cadre de la guerre de libération de l'Irlande. Oui. Toute l'Irlande, ou simplement l'Irlande républicaine. Bon, on a négocié ça, on a obtenu que ça. Ah oui, mais vous auriez dû obtenir la totalité de l'île, et vous savez ce qui suit. C'est exactement l'ambiance qui règne à Carthage après. C'est-à-dire que Hannibal, qui est adulé par le peuple, qui a parfaitement compris, va être en fait complètement déstabilisé et même contraint à fuir du fait de la pression de ses adversaires politiques. Ils vont le dénoncer à Rome. Faut quand même le savoir.
Donc 50 ans vont s'écouler jusqu'à la Troisième Guerre punique. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, que Rome a décidé d'en finir avec Carthage? Écoutez, là, c'est Rome qui attaque Carthage cette fois-ci. Écoutez, c'est simple, hein, la Première Guerre punique, 23 ans, la deuxième, 17 ans, la troisième, 3 ans. Voilà, à la fin, si vous voulez, on abat son chien, quoi. Parce que là, on n'est plus dans une guerre classique, c'est une guerre d'anéantissement, finalement. On décide d'en finir. C'est un massacre de masse. C'est même pas une guerre. Enfin, d'abord, disons-le, avant le déclenchement, par 2 fois, Rome demande de l'aide à Carthage, et par 2 fois, Carthage le lui apporte. Il y a un très gros problème de récolte. Rome est menacée par la famine. En 200, Carthage lui envoie du blé. Alors que Rome est en train de pédaler en Orient, en train de mener une guerre contre Antiochos III, c'est ce qu'on appelle la guerre étolo-syrienne, Carthage lui fournit des bateaux de guerre. Bien. Donc Carthage fait tout ce qu'elle peut, mais ça ne suffit pas. Bien. Et on trouve toutes les mauvaises raisons pour dire qu'il en faut encore plus, et en particulier, on va utiliser Massinissa, auquel on va dire, passez-moi l'expression, vas-y mon gars, on te soutient. Et Massinissa lance des raids, et à chaque fois que les Carthaginois veulent se défendre, les Romains interviennent en disant « mais qu'est-ce que c'est, vous réarmez, etc. » C'est absolument scandaleux. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Il arrive que nous avons notre brave Caton le censeur, qui n'est pas du tout brave, qui se met par là-dessus, et qui, comme vous savez, avec son refrain interminable, « Delenda est Carthago », n'est-ce pas, qui sert à faire une leçon de latin bien connue, eh bien, Caton passe son temps, à temps et à contre-temps, à dire il faut rayer Carthage. Pourquoi ? Parce que il a fait partie de l'ambassade qui tous les ans vient vérifier que Carthage ne se réarme pas. Il voit bien qu'elle ne se réarme pas tellement, pas au sens fort du terme, mais qu'elle est au moins aussi florissante que Rome. Une certaine forme de crainte, jalousie, je ne sais pas quoi, et il finit par obtenir que l'on crée les conditions du déclenchement d'une guerre. C'est innommable. On commence par dire à Carthage, écoutez, on en a vraiment assez de votre façon de vous conduire, on vous demande de livrer toutes vos armes, de livrer votre flotte. Et ils le font. Et une fois que c'est fait, eh bien on leur dit, bon, c'est bien, mais c'était la première clause, maintenant abattez vos murailles et quittez la ville. Oui, inacceptable. Et là, c'est inacceptable, ils vont se défendre. Imaginez tout le monde va être enrôlé. Les femmes, d'une manière très particulière, elles combattront d'ailleurs, on va leur couper les cheveux pour faire des cordes d'arc. Vous vous rendez compte à quel point on en est rendu, quoi. Voilà. Et ces gens vont se battre avec l'énergie du désespoir, mais c'est perdu d'avance. Malgré tout, les Romains vont être 3 ans. Abattre une armée qui se bat avec des cheveux de femmes, qui n'a pratiquement plus de bateaux, qui, au moment où la guerre commence, n'a plus d'armes en métal. Donc ils fondent tout ce qu'ils peuvent, ils créent une industrie de guerre à l'intérieur. C'est effroyable. Et la fin est absolument effroyable. Donc en 546, Carthage est prise. Et rasée. Et rasé. Alors, dira la tradition... Le coup du sel. Alors oui, la tradition dira 2 choses. C'est une tradition, en fait, qui naît au XVIIIe ou XIXe siècle, je ne sais, c'est à la fin du XVIIIe, chez un professeur d'Oxford, qui, en fait, va utiliser une réminiscence pour faire comprendre les choses à ses étudiants d'un texte antique, mais qui ne parle pas du tout... biblique, Oui, biblique, vous avez raison. Excusez-moi, une référence biblique, vous avez parfaitement raison. Voilà. Et il va ajouter 2 notions qui sont étrangères. L'ordre de Scipion Émilien, car c'est Scipion Émilien, cette fois-ci, qui est accompagné d'ailleurs de Polybe à ce moment-là, de raser Carthage jusqu'à la hauteur des chevilles. Même un architecte vous dira que c'est pas très pratique. Si on pouvait déjà aller jusqu'aux genoux, ce serait pas mal. Bien. Bon, ils la raseront quand même. Et de labourer la terre de Carthage et de la semer de sel de façon à ce qu'elle... Alors, ceci dit, cela revêt une réalité historique, c'est que on fait ça pour déclarer une terre consacrée aux dieux, c'est-à-dire une terre sacraire. Et nous savons que, de fait, le territoire de Carthage a été déclaré terre sacraire, donc consacrée aux dieux infernaux. C'est très particulier. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre même le pied, théoriquement, sur ces terres-là. Cela va avoir une conséquence pour la suite de l'histoire. Donc Rome, là, a supprimé son dernier rival, finalement, elle s'ancre de l'autre côté de la Méditerranée, et on va conclure là-dessus, il ne reste plus qu'une minute. Donc que signifie le fait que Rome refonde
en 29 après Jésus-Christ cette fois-ci, la cité qu'elle avait... non, en 29 avant, pardon, la cité qu'elle avait détruite. Alors, en une minute, d'abord c'est... 30. 1 minute 30. Bon, merci pour les 30 secondes. En fait, la décision n'est pas de 29, elle remonte à beaucoup plus loin. Oui. Ce sont Caius Gracchus, après l'échec de la réforme de son frère Tiberius, va trouver un moyen de contourner l'opposition du Sénat qui ne veut pas donner ses terres. Et c'est lui qui va proposer, en fait, de récupérer les terres de Carthage. Et ceci nous relie à ce que nous disions précédemment. Les sénateurs le laissent faire, et une fois qu'il met en œuvre sa loi, dit qu'il est sacrilège parce qu'il a remis en usage une terre sacrée. Et c'est l'argument qui va être utilisé contre lui pour le tuer. Donc on le tue. Et que fait le Sénat de Rome en mauvais politicien par la suite? Une fois qu'il a tué Caius Gracchus, eh bien, il lance un projet de colonisation. Mais comme on va entrer dans les guerres civiles, il faudra en fait attendre César. Et c'est César qui lancera le projet qui, du fait de nouvelles guerres civiles, n'aboutira qu'en 29. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup de chemin qui a dû être parcouru avant que Rome on ait fini avec ses démons. Je vous laisse 30 secondes encore pour nous dire si on sort du cadre antique, finalement, qu'est-ce que la rivalité, l'histoire des relations entre Rome et Carthage nous apprend sur la manière dont les puissances gèrent leurs rivales aujourd'hui? En 30 secondes. Eh bien, ça nous apprend dans une situation où, Dieu sait, on s'interroge sur beaucoup de choses dans ce champ-là actuellement, que les puissances, lorsqu'elles en abusent, créent des désordres profonds qu'elle ne maîtrise plus. Il est normal qu'une puissance exerce sa puissance pour défendre ses intérêts jusqu'à un certain point, mais au fond, on s'aperçoit que lorsqu'on dépasse certaines limites, qui en gros sont celles de la morale, on ne maîtrise absolument plus rien. Ça sera le mot de la fin, Michel Fauquier. Merci infiniment. Je renvoie à votre ouvrage Rome et Carthage, paru chez Armand Collin. Un ouvrage érudit, très bien documenté, plein de sources, des tableaux. Dédié à Jean Raspail. Des cartes, dédié à Jean Raspail. Je l'avais noté, oublié de le signaler. Effectivement, à la mémoire de Jean Raspail, parti au-delà des mers, héros des causes perdues. Et je renvoie d'ailleurs à vos boutons de manchette. Je ne sais pas si la caméra... C'est Patagon. Le drapeau Patagon. Merci infiniment. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.